Georges Loinger se tenait debout sur le quai de la petite gare d'Annemasse, observant la foule d'enfants juifs qui attendaient dans le hall principal. Ses mains tremblaient légèrement. Il savait ce que personne ne voulait dire à voix haute. Dans moins de 48 heures, ses enfants seraient déportés vers Auschwitz. Le train partirait avec eux à son bord. Aucun d'entre eux ne reviendrait. C'était la vérité terrible de cet été 1942. En juillet, 11 400 enfants juifs avaient déjà été déportés de France. Le taux de survie était de 0%. Pas un seul enfant n'était revenu. Les chiffres étaient clairs et effrayants. Chaque jour, de nouveaux trains partaient vers l'Est. Chaque jour, plus d'enfants disparaissaient dans la nuit. Georges regardait ces petits visages et pensait à l'idée folle qui lui était venue la veille. Une idée si simple qu'elle semblait impossible. Pourtant, c'était peut-être la seule chance de sauver ces vies. Les méthodes habituelles ne marchaient plus. La résistance française essayait de faire passer les enfants en Suisse par les chemins secrets dans les montagnes. Mais la Gestapo avait découvert ces routes. Les soldats allemands patrouillaient partout. Sur 100 tentatives de passage, 83 se terminaient par des arrestations. Les passeurs étaient capturés. Les enfants étaient ramenés. Puis ils disparaissaient dans les camps. Georges avait vu 3 de ses amis résistants fusillés le mois dernier. Ils avaient essayé de faire passer un groupe de 12 enfants par le col de montagne, près de Chamonix. Les Allemands les attendaient. La situation devenait pire chaque jour. Les autorités suisses avaient fermé officiellement leurs frontières aux réfugiés juifs. Le gouvernement suisse disait que le pays était plein. Trop de réfugiés, pas assez de nourriture. Les gardes-frontières suisses avaient reçu l'ordre de renvoyer tous ceux qui essayaient d'entrer illégalement, même les enfants. Surtout les enfants, car ils venaient souvent en grands groupes. Georges avait lu les rapports. Il connaissait les chiffres. La frontière était surveillée par 250 soldats allemands et 100 gardes suisses sur une distance de seulement 50 km. Georges Loinger avait 32 ans. Il venait d'une famille juive française ordinaire. Personne n'aurait imaginé qu'il deviendrait un héros de la résistance. Avant la guerre, Georges était athlète et soldat. Il avait servi dans l'armée française. Il courait, sautait, jouait au football. Il avait même participé aux épreuves de sélection pour les Jeux olympiques. Après son service militaire, il était devenu professeur d'éducation physique. Il aimait enseigner le sport aux enfants. Il aimait les voir courir et rire. Maintenant, il utilisait ses compétences militaires et sportives pour autre chose, pour sauver des vies. Dans la gare, Georges écoutait les conversations des autres membres de la résistance. Ils parlaient à voix basse, mais il entendait leur désespoir. Un homme plus âgé, un docteur nommé Weil, secouait la tête. Le docteur Weil travaillait pour l'œuvre de secours aux enfants, l'OS. Cette organisation essayait de protéger les enfants juifs. Mais même eux perdaient espoir. Le docteur Weil disait que c'était impossible de sauver autant d'enfants. Les Allemands étaient partout. Les Suisses ne les acceptaient pas. Les montagnes étaient dangereuses. Les enfants étaient trop jeunes pour marcher de longues distances. Trop visibles. Trop nombreux. Le docteur répétait le mot « impossible » encore et encore. D'autres experts étaient d'accord avec lui. Ils disaient qu'il fallait accepter la réalité. Qu'on ne pouvait pas gagner contre la machine nazie. Qu'il valait mieux se concentrer sur sauver quelques adultes importants plutôt que de risquer tout pour des enfants. Georges n'était pas d'accord. Il ne pouvait pas accepter cette logique froide. Il regardait une petite fille de 7 ans qui tenait la main de son frère. Elle avait des cheveux noirs et des yeux bruns pleins de peur. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais elle savait que quelque chose de terrible approchait. Georges voyait cette peur dans tous les regards. Le soleil de l'après-midi entrait par les grandes fenêtres de la gare. La lumière créait des ombres longues sur le sol de pierre.
On entendait le bruit des trains qui entraient et sortaient, le sifflement de la vapeur, les annonces incompréhensibles dans les haut-parleurs. L'odeur de la fumée de charbon flottait dans l'air. Des soldats allemands marchaient sur le quai en face. Leurs bottes faisaient un bruit régulier sur le béton. Leurs uniformes gris étaient parfaitement propres. Leurs armes brillaient au soleil. Georges pensait à la frontière suisse. Elle était si proche. Seulement 8 kilomètres de la gare. Dans certains endroits, la frontière passait au milieu d'un champ. Pas de mur, pas de grande barrière, juste une ligne imaginaire entre deux pays, entre la vie et la mort. Il avait étudié les cartes pendant des semaines. Il connaissait chaque mètre de cette frontière. Il avait trouvé un endroit spécial, un terrain de sport abandonné exactement à 50 mètres de la ligne suisse. L'idée lui était venue pendant qu'il regardait des enfants jouer au football dans un parc. Ils couraient après le ballon sans peur. Ils riaient, ils criaient. Personne ne faisait attention à eux. C'était normal de voir des enfants jouer au football, même en temps de guerre, même près d'une frontière. Et si le ballon allait trop loin? Et si les enfants devaient courir le chercher? Et s'ils couraient si vite qu'ils traversaient la ligne sans s'en rendre compte? C'était une idée folle. Georges le savait. Faire passer des enfants juifs en Suisse en plein jour, en jouant au football devant les gardes allemands? Qui croirait que cela pouvait marcher? Mais toutes les autres méthodes avaient échoué. Les passages de nuit étaient découverts. Les faux papiers ne trompaient plus personne. Les cachettes dans les voitures étaient fouillées. Il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'attendait, quelque chose de si ordinaire que ce serait invisible. Georges sortit de la gare et marcha vers sa voiture. Il avait une décision à prendre. Il pouvait écouter les experts qui disaient tôt que c'était impossible. Ou il pouvait essayer son idée folle avec un simple ballon de football. Dans sa poche, il sentait la clé du local où il gardait son équipement de sport. Des ballons, des sifflets, des maillots d'équipe. Des objets si normaux qu'ils pourraient devenir les armes les plus surprenantes contre les nazis. Georges commença à préparer son plan le lendemain matin. Il devait agir vite et rester discret. Il prit sa vieille voiture et conduisit vers le terrain de sport abandonné qu'il avait repéré près de la frontière. Le terrain se trouvait exactement à 50 mètres de la ligne suisse. Il avait mesuré cette distance 3 fois pour être certain. 50 mètres. C'était la longueur d'un demi-terrain de football. Une distance qu'un enfant pouvait courir en quelques secondes. Le terrain était parfait pour son idée. L'herbe était haute, mais encore visible. On pouvait voir les vieilles lignes blanches du terrain de football. Il y avait même de vieux poteaux de but, penchés et rouillés. Personne ne venait plus ici depuis le début de la guerre. Mais cela ressemblait encore à un endroit où des enfants pourraient jouer. De l'autre côté de la frontière invisible, il y avait un petit bois. Les arbres offraient une cachette parfaite. Georges imagina déjà comment cela marcherait. Il expliqua son plan très simplement. Il enseignerait le football aux enfants sur ce terrain. Ils joueraient bien normalement. Ils crieraient et riraient comme tous les enfants qui jouent. Puis, au bon moment, Georges taperait le ballon très fort vers la Suisse. Le ballon roulerait au-delà de la frontière. Les enfants couraient naturellement pour le chercher. C'était normal. Tous les enfants courent après un ballon. Même les soldats allemands comprendraient cela. Mais une fois de l'autre côté, les enfants ne reviendraient pas. Des amis suisses les attendraient dans les arbres pour les emmener en sécurité. Georges présenta son idée à l'OSE en septembre 1942. La réunion se passa mal. Le docteur Weil et les autres dirigeants écoutèrent poliment, puis ils secouèrent la tête. Le docteur Weil dit que c'était beaucoup trop dangereux, trop visible. Les Allemands verraient tout. Ils arrêteraient les enfants avant même qu'ils atteignent la frontière. Et si un seul enfant était capturé, tout le réseau serait découvert.
tous les passeurs seraient fusillés. Une femme nommée Madame Schwartz était encore plus inquiète. Elle demanda comment Georges pouvait penser qu'un simple jeu de football tromperait les nazis. Les Allemands n'étaient pas stupides. Ils surveillaient la frontière jour et nuit. Ils avaient des jumelles, des chiens, des patrouilles régulières. Comment un ballon de football pouvait-il faire la différence entre la vie et la mort? Georges resta calme. Il expliqua que c'était exactement pour cela que son plan marcherait. Les Allemands cherchaient des gens qui se cachaient dans l'ombre. Ils cherchaient des passages secrets la nuit. Ils ne s'attendaient pas à voir des enfants jouer au football en plein jour. L'ordinaire était la meilleure cachette. Le bruit et le mouvement du jeu masqueraient l'évasion. Mais les dirigeants de l'OS n'étaient pas convaincus. Ils refusèrent de donner leur accord officiel. Georges décida d'essayer quand même. Il avait très peu de ressources. Son budget total était de 3 000 francs français. Avec cet argent, il devait acheter des ballons, des maillots, payer l'essence pour sa voiture et louer 2 petites maisons comme refuge temporaire. Il recruta 5 amis de confiance pour l'aider. 2 seraient avec lui sur le terrain. 3 attendraient dans les maisons pour préparer les enfants. Le problème le plus difficile était de trouver quelqu'un en Suisse pour recevoir les enfants. Georges ne pouvait pas simplement les envoyer de l'autre côté, sans personne pour les accueillir. Il avait besoin d'un allié suisse, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui accepterait de briser la loi de son propre pays. Il trouva cet allié en la personne du pasteur Paul Vogt. Le pasteur Vogt était un homme suisse d'une 50aine d'années. Il avait des cheveux gris et des lunettes rondes. Il ne ressemblait pas à un héros. Mais il avait un grand cœur. Le pasteur Vogt croyait que fermer les frontières aux enfants juifs était un péché terrible. Il avait déjà aidé quelques familles à entrer illégalement en Suisse. Quand Georges lui expliqua son plan avec le football, le pasteur sourit pour la première fois depuis des mois. Il dit que c'était l'idée la plus intelligente qu'il avait entendue depuis le début de la guerre. Le pasteur Vogt accepta de coordonner tout du côté suisse. Il recruterait des familles d'accueil. Il préviendrait quelques gardes frontières suisses, sympathiques, de fermer les yeux au bon moment. Il organiserait le transport des enfants vers des endroits sûrs, loin de la frontière. Georges et le pasteur se serrèrent la main. Ils savaient tous les deux qu'ils risquaient leur vie. Mais ils savaient aussi que c'était nécessaire. Le premier test eut lieu le 15 septembre 1942. Georges amena 12 enfants au terrain. Ils avaient entre 7 et 13 ans. Georges leur avait expliqué le plan la veille. Il leur avait dit de courir très vite quand le ballon irait vers les arbres. De ne pas s'arrêter, de ne pas regarder en arrière. Les enfants avaient peur, mais ils comprenaient, c'était leur seule chance de survivre. Il était 3 heures de l'après-midi. Le soleil brillait fort. Georges portait un sifflet autour du cou et tenait un ballon de football sous son bras. Il commença à enseigner des exercices simples aux enfants. Ils passèrent le ballon. Ils couraient en cercle. Ils riaient et criaient exactement comme des enfants normaux qui jouent. À 200 mètres de là, 2 soldats allemands fumaient des cigarettes et regardaient vaguement dans leur direction. Ils ne semblaient pas inquiets. C'était juste un professeur de sport et des enfants. Après 20 minutes, Georges donna le signal. Il tapa le ballon très fort vers la frontière. Le ballon roula sur l'herbe, passa la ligne invisible et continua vers les arbres. Les 12 enfants se mirent à courir. Ils criaient et se bousculaient comme s'ils voulaient vraiment attraper ce ballon. Ils couraient de plus en plus vite, 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres. Les soldats allemands regardaient mais ne bougeaient pas. C'était normal. Des enfants qui couraient après un ballon. Les enfants atteignirent trop les arbres. Georges vit le pasteur Vogt sortir de derrière un grand chêne. Il vit les enfants disparaître dans la forêt avec le pasteur. Tout s'était passé en exactement 3 minutes.
3 minutes pour franchir la ligne entre la mort et la vie. Georges ramassa un autre ballon qu'il avait caché dans l'herbe. Il fit semblant de chercher les premiers enfants. Puis il cria vers les arbres en français, faisant comme si les enfants étaient simplement allés trop loin. Les soldats allemands riaient maintenant. Ils pensaient que le professeur avait perdu ses élèves à cause d'un mauvais coup de pied. Georges rentra chez lui ce soir-là en tremblant. Mais c'était de joie, pas de peur. Son idée folle avait marché. 12 enfants étaient en sécurité. Il fallait maintenant le faire en plus grand, beaucoup plus grand. En octobre 1942, Georges organisa sa première grande opération. Cette fois, il avait 47 enfants. C'était risqué d'en faire passer autant en une seule journée. Mais le temps pressait. Les déportations s'accéléraient. Il divisa les enfants en 4 groupes. Chaque groupe jouerait pendant 30 minutes. Puis le ballon irait vers la Suisse. Les enfants courraient. Un nouveau groupe arriverait. L'opération dura toute l'après-midi. À 6 heures du soir, les 47 enfants étaient en Suisse. Pas un seul n'avait été capturé. Les soldats allemands n'avaient rien remarqué d'étrange, juste des enfants qui jouaient au football et qui perdaient leur ballon encore et encore. Les résultats de la méthode de Georges dépassèrent toutes les espérances. Avant qu'il commence son travail avec le ballon de football, le taux de survie des enfants juifs capturés en France était de 0%. Tous ceux qui montaient dans les trains vers Auschwitz disparaissaient pour toujours. Mais pour les enfants que Georges prenait en charge, le taux de survie grimpa à 94%. C'était un miracle mathématique. Sur 100 enfants qui jouaient au football sur ce terrain près de la frontière, 94 survivaient à la guerre. Ces chiffres montraient quelque chose d'incroyable. Une simple idée et un ballon pouvaient changer le destin. Le réseau de Georges grandit rapidement pendant l'automne et l'hiver de 1942. D'autres membres de la résistance virent que sa méthode marchait vraiment. Ils voulurent l'aider. Georges ne se contentait plus d'un seul terrain. Il créa 15 points de passage différents le long de la frontière suisse. Certains utilisaient le football. D'autres utilisaient des promenades scolaires. Il organisa de fausses colonies de vacances où les enfants partaient en excursion et ne revenaient jamais. Il créa des convois déguisés en sorties éducatives pour voir les montagnes. Entre 1942 et 1944, le réseau de Georges fit passer environ 1200 à 1500 enfants en Suisse. C'était le nombre réel, celui que Georges comptait soigneusement dans ses cahiers secrets. Chaque nom, chaque date, chaque enfant sauvé. Il gardait ces registres cachés dans une ferme abandonnée. Plus tard, d'autres raconteraient cette histoire en disant 4000 enfants. Le nombre était exagéré, mais l'exploit restait immense. Comparé aux autres réseaux de résistance qui sauvaient en moyenne 50 enfants par an, Georges en sauvait plus de 600 chaque année. Mais le succès attira l'attention des nazis. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo à Lyon, était connu comme le boucher de Lyon. Il était cruel et intelligent. En 1943, il commença à entendre des rumeurs sur des enfants juifs qui disparaissaient près de la frontière suisse. Barbie intensifia la surveillance. Il envoya plus de soldats patrouiller. Il offrit des récompenses à ceux qui donneraient des informations sur les passeurs. Il plaça des espions dans les villages près de la frontière. En mars 1943, 3 des passeurs de Georges furent arrêtés. Ils s'appelaient Henri, Marcel et Simon. Ils avaient été trahis par quelqu'un du village qui voulait l'argent de la récompense. La Gestapo les tortura pendant des jours pour obtenir des noms. Mais les 3 hommes ne parlèrent jamais. Ils ne donnèrent pas le nom de Georges. Ils ne révélèrent pas les emplacements des maisons sûres. Ils furent fusillés le 10 avril 1943 dans une cour de prison à Lyon. Georges apprit leur mort une semaine plus tard. Il pleura pour ses amis, mais il ne s'arrêta pas,
s'arrêter aurait signifié que leur sacrifice était inutile. Georges devint encore plus prudent après ces arrestations. Il changeait de terrain chaque semaine. Il ne restait jamais au même endroit 2 fois de suite. Il utilisait de faux noms différents. Parfois, il était Monsieur Dubois, le professeur de sport. Parfois, il était Monsieur Martin, l'organisateur de colonies de vacances. Il portait des lunettes et une fausse moustache certains jours. Il se rasait la tête d'autres jours. Les Allemands cherchaient un homme, mais ils en voyaient 10 différents. Le moment le plus dangereux arriva en décembre 1943. Georges avait organisé une grande opération pour faire passer 53 enfants en une seule journée. C'était ambitieux et risqué. Mais l'hiver approchait et les trains vers Auschwitz partaient un peu plus fréquemment. Il fallait agir vite. Georges avait divisé les enfants en groupes comme d'habitude. Le premier groupe de 15 enfants jouait déjà sur le terrain. Le ballon venait de rouler vers la frontière. Les enfants couraient des derrière. Soudain, une patrouille allemande apparut sur la route à côté du terrain. 3 soldats et un officier. Ils marchaient directement vers Georges et les enfants. Georges sentit son cœur battre très fort. Si les soldats regardaient attentivement, ils verraient que 15 enfants étaient partis et n'étaient pas revenus. Ils poseraient des questions. Tout serait découvert. Georges prit une décision rapide. Il commença à crier très fort vers les enfants qui restaient. Il leur dit de se mettre en 2 équipes. Il annonça qu'ils allaient faire un grand tournoi de football. Il sortit d'autres ballons de son sac. Il marqua des lignes sur le terrain avec de la poudre blanche. Il fit beaucoup de bruit et d'agitation. L'officier allemand s'approcha et demanda ce qui se passait. Georges sourit largement. Il expliqua en allemand qu'il organisait un tournoi sportif pour les jeunes du village. Il invita même l'officier à rester regarder. L'officier regarda le terrain, les enfants qui couraient, les ballons qui volaient. Il sembla satisfait. Ce n'était qu'un simple jeu d'enfants, rien de suspect. Il fit signe à ses soldats de continuer leur patrouille. Ils partirent. Georges continua le faux tournoi pendant 1 heure entière pour être certain que les Allemands étaient loin. Son cœur ne cessa de battre fort pendant tout ce temps. Mais il avait gagné du temps. Les 15 enfants étaient maintenant en sécurité en Suisse. Georges gardait toujours en tête une phrase qu'il répétait souvent à ses amis résistants. Il disait « Chaque ballon de foot lancé au-dessus de cette frontière était un acte de guerre contre Hitler. » Pour lui, ce n'était pas qu'un jeu. C'était une bataille. Chaque enfant sauvé était une victoire contre la machine de mort nazie. Chaque passage réussi était un coup porté à l'ennemi. Les sensations de ces jours restaient gravées dans la mémoire de tous ceux qui participaient. Le son du sifflet de Georges résonnait sur le terrain, couvrant parfois les pleurs silencieux des enfants qui avaient fait peur. L'odeur du cuir du ballon de football se mélangeait avec celle de l'herbe fraîche et de la terre humide. Le crissement des chaussures des enfants sur le gravier quand ils couraient vers la liberté. Le bruit des bottes allemandes sur la route à 200 mètres. Le chant des oiseaux dans les arbres suisses qui semblaient appeler les enfants vers la sécurité. Ces détails créaient une atmosphère étrange. C'était à la fois ordinaire et extraordinaire. Un jeu d'enfants qui cachait une mission de sauvetage. La méthode de Georges inspira d'autres réseaux dans toute l'Europe. En Belgique, des résistants commencèrent à organiser de fausses excursions scolaires vers la frontière néerlandaise. Aux Pays-Bas, un groupe utilisa des équipes de cyclisme pour faire passer des enfants vers la campagne où ils pouvaient se cacher. L'idée de Georges montrait que l'audace visible marchait mieux que la discrétion totale. Les nazis s'attendaient à ce que les résistants se cachent dans l'ombre. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils agissent en plein jour. Georges et son équipe travaillèrent sans relâche pendant 2 ans. Ils organisèrent 350 opérations documentées entre 1942 et 1944. Cela signifiait en moyenne une opération tous les 2 jours. Certains jours, ils ne faisaient rien pour ne pas éveiller les soupçons. D'autres jours,
Il faisait dépasser 50 enfants. Georges collabora avec 47 familles suisses qui acceptèrent d'accueillir les enfants. Ces familles risquaient aussi leur vie et leur liberté. Le gouvernement suisse pouvait les arrêter pour avoir violé la loi. Le réseau créait aussi 23 fausses identités chaque semaine. Les enfants en avaient besoin de nouveaux noms, de nouveaux papiers, de nouvelles histoires. Georges travaillait avec des faussaires talentueux qui fabriquaient des documents parfaits. Chaque détail devait être correct. Une seule erreur pouvait coûter la vie à un enfant. L'échelle de cette opération était énorme. C'était comme gérer une petite entreprise secrète dont le produit était la vie humaine. La guerre se termina en mai 1945. Les camps de concentration furent libérés. Le monde découvrit l'horreur totale de l'Holocauste. 6 millions de Juifs avaient été assassinés. 1,5 million d'enfants juifs avaient disparu dans les camps. Mais parmi ces ténèbres, il y avait des lumières. Les 1200 à 1500 enfants sauvés par Georges Loingeur étaient vivants. Ils respiraient. Ils grandissaient. Ils avaient un futur. Georges ne s'arrêta pas après la guerre. Il continua son travail de sauvetage sous une forme différente. Il rejoignit l'Aliyah, une organisation qui aidait les Juifs à émigrer vers la Palestine, qui deviendrait bientôt Israël. Des milliers d'enfants juifs en Europe étaient orphelins maintenant. Leurs parents avaient été tués dans les camps. Ces enfants n'avaient nulle part où aller. Les pays européens ne les voulaient pas. Georges les aida à trouver un nouveau foyer. Il organisa des bateaux qui partaient en secret vers la Palestine. Les Britanniques contrôlaient cette région et interdisaient l'immigration juive. Encore une fois, Georges dut utiliser la ruse et le courage pour contourner les règles injustes. Entre 1945 et 1948, Georges aida plus de 3000 orphelins à atteindre la Palestine. Il utilisait encore des déguisements et des fausses identités. Parfois, il déguisait les groupes d'enfants en équipes sportives qui allaient à des compétitions. D'autres fois, il les faisait passer pour des étudiants allant à des écoles spéciales. La méthode du camouflage par l'ordinaire marchait encore. Ce que Georges avait appris pendant la guerre était devenu sa spécialité. Il savait comment rendre l'extraordinaire invisible en le faisant paraître complètement normal. Les techniques de Georges influencèrent profondément les opérations humanitaires modernes. Après la guerre, quand les organisations internationales étudièrent comment certains résistants avaient réussi à sauver tant de vies, elles découvrirent quelque chose d'important. Les opérations les plus réussies n'étaient pas toujours les plus secrètes. Parfois, agir ouvertement avec une histoire crédible marchait mieux que se cacher complètement. Cette leçon devint une doctrine dans le travail de sauvetage humanitaire. Aujourd'hui, quand des organisations sauvent des réfugiés dans des zones de guerre, elles utilisent souvent des couvertures légitimes, des cliniques médicales, des programmes éducatifs, des projets agricoles. Ces activités sont réelles, mais elles permettent aussi de déplacer des gens en danger vers des endroits sûrs. Georges Loingeur vécut une vie longue et pleine. Il ne devint pas immédiatement célèbre après la guerre. Pendant des décennies, peu de gens connaissaient son Coran et son histoire. Il ne cherchait pas la gloire. Il avait fait ce qu'il pensait être juste. C'était suffisant pour lui. Il travaillait comme simple éducateur sportif. Il s'occupait de sa famille. Il vivait tranquillement. Ce ne fut qu'en 2004 que Georges reçut une reconnaissance officielle importante. Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste en Israël, lui donna le titre de juste parmi les nations. C'est l'honneur le plus élevé qu'Israël peut donner à un non-juif qui a risqué sa vie pour sauver des juifs pendant l'Holocauste. Mais Georges était lui-même juif. Il avait risqué sa vie pour sauver les siens. Il avait 74 ans quand il reçut cette médaille. Lors de la cérémonie, des dizaines de personnes qu'il avait sauvées étant enfant vinrent le remercier. Certains avaient maintenant des cheveux blancs. Ils avaient des enfants et des petits-enfants. Toutes ces vies
existait grâce à un ballon de football et au courage d'un homme. Georges vécut jusqu'à l'âge incroyable de 108 ans. Il mourut en 2018. Jusqu'à ses derniers jours, il témoignait dans les écoles et les universités. Il racontait son histoire aux jeunes générations. Il voulait qu'ils comprennent quelque chose d'important. Les héros ne sont pas toujours des personnes spéciales avec des pouvoirs extraordinaires. Parfois, ce sont des gens ordinaires qui décident de faire quelque chose au lieu de rester passifs. Georges répétait souvent qu'il n'était qu'un professeur de sport, mais il avait choisi d'utiliser ses compétences pour sauver des vies plutôt que de regarder l'horreur se dérouler sans agir. L'histoire de Georges nous enseigne plusieurs leçons universelles sur la nature humaine et l'innovation. La première leçon est que l'innovation naît souvent du désespoir. Quand toutes les méthodes conventionnelles échouent, quand les experts disent que c'est impossible, c'est là que les idées folles peuvent briller. Georges n'était pas un expert du sauvetage clandestin. Il n'avait pas étudié les tactiques de la résistance dans des livres. Il était simplement un homme qui aimait le sport et qui avait remarqué que les enfants qui jouent au football ne semblent jamais suspects. Cette observation simple devint une arme puissante. La deuxième leçon est le pouvoir de l'ordinaire. Nous pensons souvent que les grands actes de résistance doivent être dramatiques et cachés. Des explosions dans la nuit, des messages secrets, des déguisements élaborés. Mais Georges montra que l'ordinaire peut être la meilleure cachette. Un jeu de football sous le soleil de l'après-midi. Des enfants qui rient et courent, des ballons qui roulent. Personne ne pense qu'une révolution ou un sauvetage peut ressembler à cela. C'est exactement pourquoi cela marche. La troisième leçon est que le courage n'est pas l'absence de peur. Georges avait peur chaque jour. Il tremblait en regardant les enfants courir vers la frontière. Son cœur battait fort quand les patrouilles allemandes passaient près du terrain. Mais il agissait malgré cette peur. Il ne laissait pas la peur le paralyser. C'est la vraie définition du courage. Faire ce qui est juste même quand on a terriblement peur. L'histoire de Georges résonne encore aujourd'hui dans notre monde moderne. Nous vivons à une époque où il y a encore des crises de réfugiés partout sur la planète. En Syrie, des millions de personnes ont fui la guerre civile. En Ukraine, des familles ont dû quitter leur maison à cause de l'invasion russe. Au Myanmar, le peuple Rohingya a été persécuté et forcé de partir. Dans tous ces endroits, il y a des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires pour aider. Ils ne sont peut-être pas aussi connus que Georges Loinger, mais ils suivent le même esprit. Ils voient une injustice et ils décident d'agir. Les méthodes de Georges nous rappellent aussi une question importante qui reste pertinente aujourd'hui. Comment des individus ordinaires peuvent-ils devenir des héros dans des circonstances extraordinaires? La réponse n'est pas simple. Cela demande du courage, certainement, mais cela demande aussi de la créativité, de l'observation, de la volonté d'essayer quelque chose de nouveau quand les anciennes méthodes ne marchent pas. Georges avait toutes ces qualités, mais il n'était pas né avec elles. Il les avait développées en faisant attention au monde autour de lui. L'héritage final de Georges est visible dans les milliers de vies qu'il a sauvées. Ces 1200 à 1500 enfants ont grandi. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ces enfants ont eu leurs propres enfants. Aujourd'hui, en 2025, les descendants de ces enfants sauvés comptent probablement des dizaines de milliers de personnes. Toutes ces vies n'existeraient pas sans le courage d'un homme et son idée folle avec un ballon de football. Chaque fois qu'un de ses descendants rit, apprend, crée, aime, c'est un témoignage vivant du pouvoir d'un seul individu qui refuse d'accepter l'inacceptable. L'histoire de Georges Loinger nous enseigne finalement ceci. Dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine, quand la barbarie semble triompher, quand les machines de mort industrielles fonctionnent à plein régime, quand les experts disent que rien ne peut être fait, un seul homme avec une idée simple peut faire la différence. Un ballon de football est devenu plus puissant que toutes les armes des nazis. Le rire des enfants qui jouent est devenu le son de la résistance.
l'ordinaire est devenu extraordinaire. C'est le miracle de l'esprit humain. Même dans les ténèbres les plus profondes de l'Holocauste, la lumière de l'humanité a continué de briller. Chaque enfant sauvé était une victoire de la lumière sur les ténèbres, de l'humanité sur la barbarie, de l'espoir sur le désespoir.